Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de BD Talk. Aujourd'hui, nous sommes dans une édition magazine. Nous allons parler de bande dessinée. Nous n'avons pas d'invités, seulement nos merveilleux visages et nos merveilleuses voix. Tout est dans la tête et dans les chevilles, vous avez vu. Nous avons plein de sujets sur la table. Vous avez constaté, bien sûr, et vous l'avez entendu un peu plus tôt, que nous n'avons pas deux de nos acolytes habituels. Nous sommes que 3 pour cette émission qui devrait compter 5 animateurs parce que nous rassemblons pour le festival d'Amiens et que la SNCF n'est pas forcément compatible avec les plannings des émissions en live. Donc nous sommes obligés de faire un coucou de loin à Damien qui est coincé dans le train et à Claire qui est censée le réceptionner. Donc voilà, on vous aime de tout notre cœur, Claire et Damien. Merci d'être avec nous à distance. Et nous allons quand même suivre notre planning habituel pour cette émission. Vous connaissez le programme, les news d'abord, puis nous avons un petit édito qui sera de la part de Yannick aujourd'hui. Notre club lecture avec un titre dont vous avez normalement déjà entendu parler, les sorties du mois à venir et bien sûr notre agenda culturel. Je crois que j'ai fait le tour du programme. Absolument, on est Ah, prêt. on peut y aller. Vous êtes ready, messieurs? Oui, Absolument. on te laisse la Parfait. première actu, celle qui vient de tomber ce matin, Marie. Oui, oui. Vous Ouais, l'avez évidemment. sans doute Super déjà vu. triste. C'est un crève-cœur pour nous tous. C'est une grande dame qui est partie, qui a un peu révolutionné le monde de la bande dessinée lorsqu'elle a sorti Persepolis et qu'elle a dévoilé ce qu'il se passe dans son pays d'origine. Marjane Satrapi nous a quittés, malheureusement, aujourd'hui. Voilà. Elle avait 56 ans. Si, messieurs, vous avez plus d'informations sur l'étendue de son talent, de son travail, je vous laisse la parole. Bah, Euh, juste, je rajoute. Persepolis. Ouais, vas-y, Matt, vas-y. Bon. Non, c'est une œuvre majeure. Je veux dire, ce qu'il a aussi transcendé la série et son travail, ça a été bien sûr l'adaptation sur grand écran avec Vincent Paronneau, qui avait été couronné, je pense, si je dis pas de bêtises, au Festival de Cannes, ou en tout cas qui était en sélection au Festival Ouais. de Cannes. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer par le passé. Donc, c'est vraiment une très, très grande dame qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Voilà. Mm. Voilà. Et malheureusement, décédée d'amour, de chagrin, Oui, puisqu'elle absolument. Ouais. avait perdu Ouais. il y a un an son compagnon et la famille a précisé, enfin, la famille a précisé dans le communiqué au du jour que c'était de chagrin qu'elle était décédée. Donc, Mm, mm. triste, doublement triste, un Tout à moment. fait. Oui. Bien sûr, l'œuvre qu'elle laisse derrière elle est vraiment majeure et je pense que pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu Persépolis, et dans les temps actuels, malheureusement, c'est une œuvre qui est toujours restée d'actualité. Et vous pouvez absolument la découvrir et découvrir peut-être après coup à quel point c'est une dame qui avait une plume incisive et drôle et passionnante. Et donc c'est vraiment un des piliers de la bande dessinée contemporaine qui s'en est allé ce matin. Voilà. Puis c'est aussi elle qui avait chapeauté en partie le projet Femme, Vie, Liberté. C'est un ouvrage collectif qui avait très, 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 très bien fonctionné et qui avait justement, je dirais, jeté un super bon coup de projecteur sur ce qui se passe en Iran de nouveau. Et puis c'est un bouquin qui avait été que fait par des femmes autrices, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça aussi, c'est le dernier projet, je pense, sur lequel elle s'était beaucoup investie. Mm. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas encore lu Broderie, ou si vous n'avez pas encore lu Au poulet aux prunes, à vous replonger aussi là-dedans. Tout ça, c'est dispo à l'association et ce sont aussi des super bouquins. Voilà. On va peut-être basculer sur des actualités un peu plus joyeuses. Et je vais tout de suite laisser la parole à Yannick, puisque Oui, c'est toi qui as la première actualité de ce jour. Nous allons complètement. toujours pas. Où allons-nous? Eh bien, écoutez, je vais rester sur mes terres, à savoir en terre malouine, puisque le festival Quai des Bulles, l'association Quai des Bulles a annoncé cette semaine l'ouverture d'une co-direction pour le festival, une co-direction animée par deux personnes qui étaient déjà présentes en interne,
Paul Bondeau et Delphine Le Prince-Nobel, qui depuis le 1er juin assurent cette codirection. Euh, euh, Delphine Le La codirection Prince-Nobel, de quel festival tu as dit? Festival Quai des Bulles de Saint-Malo. Et donc Delphine Le Prince-Nobel est en charge de l'administration et des ressources humaines. Paul Bondeau, que vous voyez tous les deux à l'écran, est co-directeur en charge de l'événementiel et des partenariats. Il remplace Nicolas Dupas, qui a été le directeur opérationnel pendant 1 an et qui manifestement n'est plus là sur cette fin de printemps. Donc, eh bien, écoutez, nous, c'est des gens qui étaient déjà dans l'association, déjà en charge de la gestion administrative, de l'accueil des publics et le salon du livre. Donc, c'est des ressources bien réattribuées, sans doute. Ceci dit, ça lance une grosse année pour Quai des Bulles, qui, par ailleurs, doit faire face, comme tous les 4 ans, au décalage en début de mois d'octobre pour cause de Route du Rhum, puisque ensuite, jusqu'à début novembre, les quais de Saint-Malo seront remplis de bateaux pour la course. Donc, ils vont pas s'ennuyer, l'équipe ne va pas s'ennuyer, et on souhaite bon vent à cette nouvelle codirection. Ça va être une collaboration qui va beaucoup nous intéresser, puisque comme vous le savez peut-être, nous nous intéressons de près au travail de Quai des Bulles, puisque nous y allons presque tous les ans d'ailleurs, depuis quelques années déjà. Et que Mathieu, avec Comic Strip, nous sommes partenaires du prix Jeune Talent. Voilà, tout à fait. Je n'osais plus préciser. Mathieu, tu as une actualité toi aussi? Ouais, moi j'ai une actu. Alors, une actu qui est un peu plus vraiment dans les coulisses de la bande dessinée. C'est une actu qui est liée à ça. On le voit à l'écran avec sa jolie casquette. Sébastien Gnedig. Alors, c'est le nouveau directeur éditorial du groupe Delcourt, donc pour tout le groupe Delcourt, pour toutes les maisons d'édition, à savoir donc Delcourt, Soleil, Kabooks, la branche Delcourt Tonkam, bien sûr, la branche littérature aussi de Delcourt avec Les Avrils ou La Croisée, entre autres. Donc, c'est pas rien. Il va chapeauter en fait donc, tout le groupe avec Guy Delcourt aussi, qui reste président du groupe éditorial. Je vais essayer de vous le présenter un petit peu rapidement. Sébastien Gnedig, vous l'avez peut-être découvert par le passé parce qu'il a été très longtemps le directeur éditorial de Futuropolis, mais c'est quelqu'un qui a eu une carrière en fait depuis très longtemps dans la BD. Il a commencé en 1990. 90 pour les Belges qui nous écoutent, aux éditions Les Humanoïdes Associés. Il s'occupait de la fabrication, pardon. Ensuite, il a bossé quelques années, figurez-vous, déjà chez Delcourt. Il s'occupait là de la production des albums. Et puis ensuite, il est retourné aux Humano. Il a lancé notamment là-bas une collection de romans graphiques qui s'appelait, de petits romans de petit format, qui s'appelait la collection Tohu Bohu. Donc ça remonte déjà, hein. Et puis par la suite, il est devenu directeur aux Humano et en 2004, il a intégré en 2004, début 2000, pardon, il a intégré les éditions Dupuis. Il a commencé à chapeauter Air Libre, le fameux label de Dupuis. Et puis en 2004, il y a eu le rachat de Dupuis par le groupe Média et Sébastien Gnedig, lui, bon, il a un petit peu senti, je pense, le vent tourner à l'époque. Et pile à ce moment-là, eh bien, Futuropolis renaissait un petit peu de ses cendres. Futuropolis, c'était à la base une maison d'édition qui avait été créée par Étienne Robial et par Florence Sestac. Ça, c'était dans les années 70, fin des années 70, je pense. Et c'est Soleil qui s'est associé à Gallimard pour en fait redonner naissance à cette maison d'édition Futuro. Et Sébastien Gnedig en est devenu directeur éditorial, donc évidemment avec tout le succès qu'on connaît, énormément de super beaux albums, Rebetiko, Les Ignorants, bon, il y en a vraiment plein d'autres qu'on pourrait citer. Donc c'est une maison qui avait dernièrement un petit peu, pas du plomb dans l'aile, mais qui en tout cas avait un peu plus de difficultés. Donc je crois que pour lui, c'est aussi le bon moment pour rebondir dans une autre maison d'édition. Et donc, on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite, tout simplement. Alors, c'est aussi intéressant parce que c'est à la fois un éditeur et c'est un auteur de bande dessinée, parce qu'on lui doit une dizaine d'albums, notamment les adaptations de Sorge Chalandon, donc Profession du père et puis Enfant de salaud. Ça, c'était deux de ses anciens bouquins qu'il avait publiés. Donc, il entre en fonction en septembre de cette année chez Delcourt. Voilà. De quoi Voilà pour les s'offrir petites quand même infos quelques petites éditoriales. vacances d'été bien Ouais, méritées. tout à fait. Bon, Voilà. alors, en parlant d'été,
vous savez ce qui arrive au mois de juillet, c'est bien sûr la Japan Expo. Absolument. Et pendant la Japan Expo, nous avons cette année une collection d'auteurs qui arrive. Je suis même pas sûre qu'on ait déjà eu autant d'auteurs en même temps, d'auteurs japonais, hein, j'entends, en même temps qui soient présents à la Japan Expo. Là, on en a quand même un sacré nombre. Je vais pas vous faire, alors je vais vous faire la liste de tous les auteurs, mais je vais pas Non, vous tu faire vas la pas liste. faire ça parce que ça va être très relou. C'est ça. Et voilà. Je vais vous Donc, dire non, tu vas pas faire ça. puis bien que pourra. Non, je vais vous donner quand même quelques exemples de titres et pourquoi Ouais. vous les connaissez en France. Alors déjà, je vais vous donner les 3 Français qui y sont. Comme ça, ce sera fait. Il y a bien sûr Alex Alice qui est présent au festival, à la Japan Expo, hein, pour son titre qui vient de sortir. Le premier manga de toute sa bibliographie qui sort, Le Chant des Cygnes Noirs, que personnellement, je n'ai pas encore lu parce que j'en attends tellement que j'ai peur de me lancer. Mais il est sur ma pile à lire depuis quelques temps, et enfin depuis que je l'ai reçu, et j'ai hâte de le lire. Il y a également Cédric Bisquet qui vient pour Blitz, donc il sera en dédicace pour Blitz, et il y a Frédéric Jones et Isaka Galadina pour Clock Striker, donc des titres francophones de manga. Mais c'est côté Japon que ça nous intéresse le plus. L'invité spécial de la Japan Expo cette année, c'est Keisuke Itagaki. Vous connaissez depuis un petit moment parce que sa série commence à avoir un petit peu d'âge. C'est l'auteur de Baki. Voilà, donc sorti Baki, oula, ça commence à faire quelques années déjà. Je sais pas si vous remettez, mais c'est un manga de combat. Itagaki est un fan de sport de combat, de MMA et compagnie. Et évidemment, un amoureux du manga depuis toujours. Baki, c'est un manga plein de testostérone avec... Ouais, on peut le dire, ouais. Voilà, c'est ça. Personnellement, j'ai toujours été un peu interloquée par la quantité de muscles saillants que l'on voit sur ces pages. Limite, je trouve ça parfois difficilement lisible, mais en tout cas, c'est une star du manga de sport / de combat. Donc, c'est l'invité spécial de cette édition de Japan Expo. Une autre star qui est là, c'est Daisuke Igarashi, qui revient d'actualité grâce aux rééditions de ses mangas et parfois même aux premières éditions de ses mangas. Ça a commencé avec Les Enfants de la Mer, qui est republié depuis peu. Alors, je vous ai mis l'ancienne... chez Sarbacane, ouais. L'ancienne couverture. C'est un choix de ma part, parce que j'avoue que je trouve les nouvelles couvertures un petit peu tristounes. Elles sont, voilà, vous avez, parce que je pouvais les reprendre là, je les ai pas mis de côté avant. Non, mais vas-y. Avant, donc du coup, tant pis. Mais elles sont toutes blanches ou toutes rouges. Bref, elles ont beaucoup moins de détails et mettent bien moins en avant le talent graphique de Igarashi. Mais voilà, si vous avez envie de vous plonger dans l'univers à la fois presque psychédélique et philosophique de l'auteur, c'est le moment. Igarashi sera présent à la Japan Expo. Il y a Satoshi Shiki, sur qui je ne vais pas m'arrêter, mais qui est pareil, un auteur que l'on peut retrouver en France. Il y a Kiya Asamiya, autrice que l'on peut retrouver, que je vous donne le titre. Voilà, j'ai pas mis la bonne page sous mes yeux, donc du coup, je suis perdue. Je n'ai pas de l'image qui s'affiche à l'écran, mon ami. C'est quoi? C'est Happy of the End ou c'est Suicide Ride? Suicide Ride. Non, Suicide Ride, c'est Harimasu, qui est le nouvel arrivant de cette Japan Expo. Et ben écoute, je me le suis mis en gras comme s'il y avait une image, mais il n'y a pas d'image que j'ai dû te donner, donc que je... Non, mais vas-y, avance, continue. De toute façon... non, mais j'aimerais bien vous dire un titre quand même, histoire que sinon ce soit pas perdu dans le vent. Oh, waouh, il y a beaucoup trop de titres pour cette personne. Eh ben, écoutez, c'est quelqu'un de connu, visiblement. Non, je plaisante. J'ai travaillé avant et j'ai juste pas retrouvé la bonne page. C'est quelqu'un qui a fait Silent Mobius, si ça vous parle. Ouais. On va avoir des adaptations de Star Wars. On a
pas mal d'éléments qui en fait sont effectivement sortis en France, mais je sais pas pourquoi j'ai perdu la page de cet auteur. Non, mais c'est pas grave, avance, Marie, avance. Allez, Et passe à la suite. vous avez une autrice de BL qui sera l'invitée de Daifu, De Ogeretsu Boys Love, Tanaka. pour celles et ceux qui connaissent pas, peut-être. Quoi donc? Non. Le BL, c'est le Boys Love, du coup. Oui, c'est le Boys Love, c'est le Ouais. yaoi de cette édition, Ogeretsu Tanaka, qui a écrit notamment Happy of the End. Alors, c'est pas le dernier album qui est sorti d'elle. Le dernier album qui est sorti, c'est The Princess Mermaid, il me semble. À titre perso, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour Happy of the End, qui est très sombre, puisque ça commence par une tentative de suicide. Voilà, désolé pour le trigger warning, mais qui finit en histoire d'amour très réaliste et très âpre. Donc c'est une lecture vachement intéressante. Si vous voulez suivre son travail, voilà, elle sera sur le stand de Taifu. Nous avons Isae Iwanaka qui vient, vous la connaissez depuis de nombreuses années pour la cité Saturne, qui commence à dater un peu en France. Dernièrement, elle a notamment fait chez le Renard Doré, je n'arrive plus à parler, La forêt magique de Oshigahara, une autrice qui a un don magnifique pour des feel good, pour de la douceur, pour un petit peu de philosophie de vie, parce que sinon ce serait ennuyant. Non, c'est une autrice qui a un dessin vraiment à la fois adorable et apaisant, et qui ne manque pas de faire preuve d'un peu de philosophie. Voilà, dans ses albums, Marie, donc pareil. un dernier. Oui, un dernier, pardon, je me dépêche. Je donc m'arrête sur Alimasu, qui a fait Suicide Squad, qui est Suicide Squad, waouh, cinéma, rien à voir, qui a fait Suicide Red, qui est l'ex-assistant sur One Punch Man. Voilà, donc c'est un auteur qui a été longtemps assistant et qui prend son envol en tant qu'auteur indépendant. Donc ça vaut le coup de voir le lancement de sa série Suicide Red, qui visiblement sera un manga vraiment dynamique, on va dire ça comme ça. Voilà, un shonen qui sera bien pour celles et ceux qui aiment la baston et les personnages hauts en couleur un petit peu voilà. Déranger serait peut-être pas si fort que ça comme terme pour les définir. Ouais, c'est comme Hiro Mashima, qui était donc anciennement, si je dis pas de bêtises non plus, assistant d'Eiichiro Oda pour One Piece, et qui est donc ensuite a volé de ses propres ailes avec le succès qu'on lui connaît. Voilà. Le Mashima monsieur, qui le est monsieur un je vais voir demain. Le monsieur Ouais, que tu vas c'est jamais. voir demain, mais oui, Pas à nous raconter comment ça s'est passé. Ouais. Je suis à titre personnel très critique du travail de Mashima, donc surtout j'ai hâte que tu nous racontes. Yes, très volontiers, puisqu'il sera présent demain. Je l'assiste avec 30 autres personnes à la conférence de presse qu'il tient au Festival d'Amiens. Il faudra qu'on vous raconte peut-être à l'occasion comment ça se passe désormais les conférences de presse, festivals et compagnie. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un parmi notre public. Yep. Let's go, boss. Alors, bah oui, bien sûr. Maintenant que j'ai fait mon monologue sur les artistes, il est l'heure de passer à l'édito. Donc je passe le micro ou voire le bâton du monologue à Yannick. Vas-y, mon ami. Et oui, merci. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous poser une question, alors à toutes et tous, une question un peu provoque. Quelle place pour les pauvres dans les grands festivals de bande dessinée? Quelle question pointue et si essentielle. Ouais, donc peu trash dans la formulation, mais dit autrement, avec un peu plus de bienveillance et d'empathie. Quelle place pour les personnes qui n'ont pas qui ont pas un budget incroyable pour s'acheter des livres dans ces grands événements que sont les festivals de bande dessinée. J'en parle puisque, évidemment, demain, vous l'avez entendu, commence le festival de la bande dessinée d'Amiens, les rendez-vous de la BD d'Amiens, et que, justement, je trouve l'événement extrêmement inspirant. Donc, comment est-ce qu'on fait venir des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à une culture payante? D'abord, on peut faire des festivals gratuits. C'est le cas de BD Boom à Blois, c'est le cas des rendez-vous de la BD d'Amiens. L'entrée est gratuite, vous pouvez venir voir les expositions sans payer un centime. Déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous avez une entrée payante, vous pouvez faire comme un Saint-Malo et proposer des tarifs sociaux pour faire en sorte que plus de monde puisse accéder
aux expositions et au marché du livre. Enfin, vous avez les actions scolaires, évidemment, qui vont vous permettre de faire venir des élèves de toutes les classes avoisinantes, de lycées, de collèges, d'écoles, pour aller à la rencontre de la culture, pour aller à la rencontre de la création, sans avoir à payer un centime. Donc ça, c'est 3 possibilités. Mais là, on parle de conférences, de rencontres, d'ateliers, d'expositions, mais dans les salons du livre, comment est-ce que les personnes qui ont des fins de mois difficiles, voire qui ont des fins de mois difficiles à partir du 10 du mois, comment est-ce qu'elles peuvent débourser 15, 20, 30 euros pour acheter des livres pour eux ou pour leurs enfants? Amiens, donc les rendez-vous de la BD d'Amiens avec l'association On a marché sur la bulle, a trouvé la solution. En tout cas, sur ce festival, les libraires proposent un stand avec toutes les opérations à petit prix qui sont actuellement à disposition sur le marché. C'est-à-dire que vous avez les livres de poche, les BD de poche évidemment, vous avez les opérations Marvel typiquement qui peuvent être produites en supermarché, vous avez des offres de mangas pour le prix d'un, telles que plusieurs éditeurs l'ont proposé. Toutes ces offres de découverte qui vont réduire le coût du livre, eh bien elles sont présentes et elles ont un stand à côté dans la librairie, à côté des livres qui correspondent aux auteurs invités et qui là vont coûter généralement au moins 20 euros. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. Alors évidemment, ça répond aux enjeux spécifiques de la région Hauts-de-France et du nord de la France, de la Picardie, à savoir des enjeux sur l'économie, sur les revenus, sur l'illettrisme, sur ces choses-là. C'est une réalité, l'association En a marché sur la bulle y répond. Mais voilà, et donc quand une famille arrive et rentre gratuitement dans l'espace salon du livre et exposition, eh bien, s'ils veulent simplement, s'ils veulent que leur enfant puisse partir avec un livre, eh bien, peut-être qu'à 5, 6 euros, ils vont avoir la possibilité de faire un achat et que l'enfant puisse repartir avec un goût de quelque chose pour nourrir le goût de la lecture. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Alors, on pourrait se dire que dans le même temps, il n'est peut-être pas obligatoire de payer pour consommer de la culture. Finalement, on parle de business et que déjà on n'est pas obligé d'acheter des livres. Ok, mais quand on se déplace sur un événement comme cela, pour moi, il y a aussi, dans l'impossibilité d'acheter, une forme de ségrégation symbolique qui va se créer, et des gens qui ne vont pas venir dans les événements parce que, en se disant, je ne veux pas avoir à dire à mon enfant, je ne veux pas avoir à me mettre dans une situation où je ne vais pas pouvoir consommer. La consommation, c'est aussi le symbole d'une réussite sociale, et il faut en tenir compte. Donc, j'ai envie juste de dire au grand festival BD qu'il n'est pas impossible de mettre fin à la gentrification de la bande dessinée par leur prisme. Vous faites des choses, vous êtes déjà des acteurs. Maintenant, il y a sans doute encore de quoi agir pour offrir une forme d'équité face à la consommation culturelle, et ça peut passer par des opérations marketing et commerciales des éditeurs auxquelles il suffit de donner suite. Voilà pour ce petit édito en lien avec l'actu. Mais Et vous pouvez moi, remarquer je rebondis. vous Je- pouvez remarquer notamment, je t'interromps, je suis désolée ouais, Matt, vous pouvez remarquer notamment en librairie le retour un peu en force des mangas à 3 euros qu'on recommence à voir apparaître alors qu'ils étaient un petit peu en fin de vie marketing, on va dire ça comme ça, après les années 2015. Là, ça y est, on recommence à les retrouver régulièrement. Les premières... ça fait 2 ans, Marie, hein, maintenant, hein. Ah oui, C'est oui, ça quand fait même, c'est quand 2 ans. même, Quand je dis on ouais, recommence, je pense sur un temps long. ouais, Et ah bah ouais. si, je suis désolée, mais quand on vit avec justement des fins de mois compliquées à partir du 10, Hmm. je veux dire que ça aide pas mal qu'il y ait une continuité comme ça, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un début de retour si ça ne dure que 6 mois. Là, en l'occurrence, ça fait effectivement depuis, je dirais même depuis la fin un petit peu après la fin de la période Covid, que les éditeurs se remettent à mettre en avant des débuts de série à 3 euros.
Et peut-être que ça peut se traduire aussi éventuellement avec des partenariats avec les bibliothèques, les médiathèques, etc. Lance-la en l'air. Tu voulais intervenir, Matt. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que ce que disait, Yannick, c'était intéressant, moi, j'avoue que par rapport, à l'accessibilité de certains événements, et au fait de penser, aux personnes qui ont justement, pas un portefeuille, ultra extensible, moi, j'attends beaucoup du prochain festival d'Angoulême. Parce que je veux dire, le festoche était tellement cher à l'entrée, que ce soit pour une entrée d'un jour ou pour tout le festival, que en fait là, moi je me dis, je pense que la direction, a j'espère fera quelque chose par rapport à ça, parce que c'est, en dehors des scolaires, je veux dire pour qui a je pense que c'était, plutôt accessible. En tout cas pour les familles, pour participer au festival d'Angoulême, qui se veut être, le rendez-vous, de la BD, en Europe, un des rendez-vous de la BD en Europe. C'était vraiment très onéreux, quoi. Voilà, donc j'espère bah, ouais, qu'ils feront un effort pour donner une accessibilité plus grande, quoi, tout simplement. Je dirais même qu'elle fasse un effort pour rendre l'accessibilité. J'y tiens, parce que ce sont désormais 2 organisatrices Non, non, mais femmes qui sont. je parle de la direction en général. C'est pas que 2 femmes, c'est tout le festival, je veux dire, qui est concerné, quoi. C'est mon côté féministe qui ressort. Je crois que nous avons fait le tour de cet édito, bien que, bon, si on se laissait aller, on aurait encore beaucoup de choses à dire sur la question. Très clairement, mais essayons de faire une émission seulement de 2 heures et lançons-nous dans la section suivante de cette émission avec le club lecture de ce jour. Nous parlons de Cosmos aujourd'hui, de Ryuhei Tamura, qui est sorti chez Kiun. Alors, est-ce que parmi vous dans le chat, vous avez déjà lu Cosmos ou pas? Et d'ailleurs, je profite de cette interlude pour répondre à Ingris. Les enfants de la mer, oui, c'est très beau. D'ailleurs, si tu n'as pas l'occasion, Ingris, de te procurer les enfants de la mer en version bande dessinée, tu peux regarder le film qui est également une merveille à la fois graphique et également sonore. Donc voilà, tu as une double possibilité de découvrir cette œuvre. Je ne vois pas de réponse dans le chat sur Cosmos. Je pars donc du principe que vous n'avez pas encore découvert Cosmos. Et Cosmos, c'est, on peut dire, un sort de manga mainstream, mais qui a quand même ses petites particularités. En même temps, vous me direz, comme tous les mangas mainstream qui ont leurs petites spécificités. C'est un manga qui est sorti en 2023 au Japon, qui est sorti cette année en France, et qui raconte l'histoire d'un lycéen doté d'un étrange pouvoir, celui de pouvoir sentir l'odeur des mensonges. Il se retrouve bizarrement lié à une affaire d'assurance, mais pas n'importe quelle assurance, une affaire d'assurance galactique, voire même intergalactique. Comment? Eh bien, il est ami avec quelqu'un qui prétend être un humain, mais qui en fait ne l'est pas du tout. C'est en réalité un extraterrestre venu visiter la planète Terre et qui vient de rompre son contrat d'assurance avec l'assurance intergalactique Cosmos. Et notre personnage principal, Aidé, se retrouve un petit peu au mauvais endroit, au mauvais moment, et en s'inquiétant pour son ami, se retrouve lié à cette histoire d'assurance. Et bien sûr, l'enquêtrice qui est sur le terrain à ce moment-là, Rin, l'enquêtrice de la compagnie d'assurance Cosmos, compte bien profiter de son don, de son talent, de sentir le mensonge et de pouvoir détecter la vérité. Ou le mensonge, justement, pour ses enquêtes de fraude à l'assurance et autres, puisqu'il y a encore beaucoup d'autres sujets à parcourir, et fait de lui un agent de Cosmos. Alors, en quoi cette œuvre est originale et en quoi cette œuvre vous a intéressé, messieurs? Yannick et Mathieu. Yannick, je t'en prie, vas-y. Ok, alors en même temps, j'essaye de régler. Oui, voilà, je réglais les PDF pour que on puisse rentrer dans le bouquin. Alors, je vais dire que pour moi, Cosmos, ça symbolise un peu ce qui me pose problème en manga aujourd'hui.
C'est-à-dire que d'ailleurs, vous noterez que depuis 2 émissions, on essaye de vous proposer des choses différentes, comics et super-héros le mois dernier, manga ce mois-ci. Moi, j'ai un problème, c'est-à-dire que je trouve du grand public bien fait, correct, qui se lit très bien, mais qui ne m'excite pas, qui ne me développe pas d'émotion particulière. Et Cosmos, c'est un bon concept, c'est un concept plaisant, mais une fois que je l'ai lu, bah, j'ai pas eu envie d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le dessin est extrêmement solide, classique dans le manga du moment. L'histoire, elle est décalée, mais elle m'a pas touché outre mesure. Voilà, donc je suis extrêmement frustré en ce moment dans le manga de ne pas retrouver suffisamment de titres qui m'excitent les papilles, qui m'excitent l'intellect. Et voilà, et Cosmos représente ça un petit peu, quoi. Donc je l'ai lu, j'ai passé un bon moment. J'ai pu en parler d'ailleurs parce que je pense qu'il peut être sympa. Mais moi, à titre personnel, quand on est un gros lecteur de bande dessinée et un gros lecteur de manga, en tout cas, bah, j'ai un sujet aujourd'hui qui me rend beaucoup plus difficile dans mes lectures. Voilà. Donc, je suis moins enthousiaste. Matt, Alors, comment ça c'est le ton. dirais-je? Voilà, c'est le ton de celui qui n'a pas de choses positives à dire. Est-ce que je me Si, trompe? parce que moi j'ai trouvé qu'en termes de SF, c'était assez intéressant. J'ai trouvé que c'était marrant d'utiliser le prisme d'une espèce d'agence d'assurance intergalactique. Je me dis, why not? C'est bien du what the fuck un peu à la japonaise, et je trouve que de ce point de vue-là, fallait y penser, entre guillemets. Après, c'est vrai que c'est très, très, très classique dans son fonctionnement, graphiquement aussi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté aussi assez décalé et assez humoristique, finalement. Et les personnages sont plutôt, allez, bien campés, dans le sens où on a Omura, là, je pense, si je dis pas de bêtises, qui est c'est elle un peu là, qui est l'employée de Cosmos, qui est vraiment très très carré, etc. Il n'y a rien qui dépasse et tout. Donc ça fait un peu penser à Rain. la salary woman inflexible comme ça. Donc là, je trouvais que c'était pas mal. J'ai l'autre héros qui finalement a son pouvoir un peu singulier, de pouvoir renifler, de pouvoir sentir les mensonges autour de lui, dès qu'il y a quelqu'un qui parle. Bon, ça aussi, ouais, je trouvais que c'était pas mal. Après, c'est vrai que il y a quelque chose voilà, que j'ai trouvé. C'est pas quelque chose qui m'a transcendé, je veux dire. Donc, je pense que pour Kiyun, c'est important de sortir ce titre-là, et par rapport à leur ligne éditoriale, c'est assez cohérent. Mais c'est pas, je rejoins aussi Yannick dans le sens où c'est pas, voilà, pour moi, par exemple, si je dois vraiment, j'ai pas beaucoup, beaucoup lu de manga cette année, mais quelque chose qui m'a, moi, vraiment explosé au visage, par exemple, c'est Mujina. Moi, pour le coup, là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose, c'est Asano, là, qui était, qui pulvérisait un peu le game. Mais ça, voilà, c'est personnel, et on y reviendra peut-être à un autre moment. Mhm. Et On aura l'occasion d'en parler, je pense. ouais, deux aspects négatifs. Alors, le premier, enfin, deux aspects négatifs. Il y en a un premier quand même. Enfin, allez, non, je vais terminer. D'abord, il y a un côté Men in Black que je trouve qui est présent dans Cosmos, qui, moi, m'a un peu sauté aux yeux. Le fait qu'on a une espèce d'agence comme ça qui s'occupe donc des humains, qui s'occupe des extraterrestres, etc. Bon, moi, j'ai forcément pensé à ça, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais euh, euh, sur la couverture, par exemple, moi, même si c'est pas nommé iPhone, on reconnaît bien que c'est un iPhone sur la couverture. Bon, voilà, moi, ça, par exemple, je sais pas si c'est juste pour plaire à un public cible et tout, pour essayer de cibler des gens qui vont faire: ah ouais, je reconnais, sur la couverture, il y a un iPhone, vas-y, je vais l'acheter le bouquin, ça me tente. Bon, moi, ça, par exemple, Kiyun ne peut pas choisir évidemment la couverture, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, voilà, ça, c'est par exemple un truc qui m'a pas botté plus que ça. Ça fait un peu genre office plus ou moins de placement produit déguisé. Moi, Mhm. j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant. Et alors, il y a eu un truc aussi qui m'a fait un tout petit peu tiquer.
Et là, peut-être que c'est moi qui extrapole et qu'on est dans un truc de SF, donc voilà. Mais le fait de mentionner clairement dans le bouquin des catégories de civilisation, genre, tu en as certaines qui sont plus avancées que d'autres. Bon, je me dis: «OK, on est dans un truc de SF, d'accord». Mais de nouveau, enfin, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à une espèce de: «Ah oui, OK, c'est quoi? C'est un peu comme la hiérarchie des races sur Terre». Alors qui est vraiment une connerie monstrueuse, bien sûr, et Waouh! qui OK. est mais non, moi, c'est vrai que j'ai pensé à ça à un moment. C'est pour ça que je dis que j'ai eu, un raisonnement qui allait un peu loin, et voilà. Mais voilà, il y a eu juste ça où j'ai un peu tiqué et tout. Je me suis dit: «Ah ouais». Bon, je D'accord. pense que là-dessus, je me suis un peu égaré, sur cette idée-là. Alors franchement, Heu, je suis pas allée mais aussi loin que toi dans le mais non, je dans la pense que je me suis réflexion, ouais. égaré. Je pense que je me suis égaré, mais après coup, je me suis dit: «Ouais, non, je vais peut-être un peu loin». Mais Alors mais voilà. alors je vais d'abord réagir sur, le placement de produit. Tu vois, moi, j'avais pas capté que c'était un iPhone. Ouais, si, si, d'office, ouais, ça Smartphone, sautait aux yeux, ouais. comme la Mmh. plupart des gens d'aujourd'hui, j'ai un smartphone, mais tu vois, je consomme pas de produits Apple depuis très longtemps. Non, pas une question, pas de ques enfin, ça pourrait être une question politique, ceci dit. Enfin bref. Mmh. C'est que ça coûte trop Donc toi, cher à un moment donné. oui, non, mais Ouais, voilà, c'est à un moment donné, c'est juste hors budget, quoi. Je m'étais pas trop posé la question, tu vois, même limite, je considère que bon, je regardais mon téléphone qui est sur le côté, ouais, qui est pas exactement le même placement de caméra à l'arrière. mmh. Enfin, bref. Donc, non, pour le coup, tu vois, ouais, c'est plutôt sur ce volet-là que je trouve que tu vas effectivement déjà un petit peu loin. Pour parler du bouquin en lui-même, en vrai, alors ce livre fait partie du top 5 Ouais. des mangas en lice pour le prix 2026 Asie de la CBD, donc l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. C'est une surprise un peu en fait de le retrouver là parce que effectivement c'est sans doute le plus mainstream des titres de cette édition. Évidemment, il m'a fait penser à Men in Black aussi, mais tu vois, ça vient de me faire tilt en t'entendant parler de SF, Mathieu, parce que en fait, ce concept d'avoir une assurance, un système d'assurance intergalactique, en fait, j'ai l'impression de lire du Philippe K. Dick ou Mmh. du Silverberg, qui sont des auteurs des années 60-80 de science-fiction américaine, qui ont écrit ces recueils de nouvelles de pulp magazine qui sont des bouquins imprimés sur du papier vraiment bas de gamme. C'est pour ça qu'on appelle ça du pulp d'ailleurs. C'est toute une histoire qu'on pourra raconter à l'occasion, mais en gros c'est de la SF bas de gamme, acheté bas de gamme et qui permet de raconter tout plein de nouvelles de science-fiction. C'est un peu l'âge d'or de la science-fiction américaine avant l'âge des grandes chaînes de télévision américaines, films américains de science-fiction, etc., etc. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un scénario qui pourrait dater, en fait, mais genre vraiment dater des années, voilà, 60-80. Ce serait vraiment pas étonnant de retrouver dans la plume de Philippe K. Dick. D'ailleurs, on en retrouve des éléments un peu similaires, et je crois même que c'est dans un de ces recueils de nouvelles qu'on retrouve également le concept de classification des espèces, dans une nouvelle dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui en gros raconte comment un gars, un subalterne d'une petite maison je crois, de gendarmerie ou de shérif américain, se retrouve face à des extraterrestres qui lui demandent, bon, est-ce que la Terre veut faire partie de la grande corporation intergalactique et rejoindre, voilà, les espèces, enfin les sociétés qui existent et qui communiquent, voilà, qui font société ensemble dans l'espace. Et le shérif du comté dit bah non, mais clairement j'ai pas le temps. Et en fait c'est parce qu'il a rien compris à ce que les gars viennent de lui dire, qu'ils viennent de Vénus. Lui il entend Venise à la place. En bref, c'est un gros schmilblick où la planète Terre se retrouve isolée du reste des sociétés intergalactiques sur un malentendu, et c'est le subalterne qui raconte ça comme un personnage extérieur. Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. C'est à ça que ça m'a fait penser, notamment parce qu'on retrouve voilà, ces classifications d'espèces qui sont plus ou moins
évolué et qui Mhm. donc ont plus ou moins accès à une grande société intergalactique. Ça me fait penser notamment à Star Trek, les derniers films qui sont sortis. Enfin bref, effectivement, rien de nouveau sous le soleil. Mhm. C'est extrêmement accessible dans ce sens-là. Et en même temps, ça ne reprend que des codes qui sont assez familiers finalement de la SF internationale et pas Mhm. juste de la science-fiction japonaise ou de la science-fiction Ouais, ouais. francophone. Enfin Mhm. voilà, on va Ouais, ouais. vraiment avoir une culture de la science-fiction qui est beaucoup plus large que ça. Mhm. Ce qui moi m'a un peu enthousiasmée, mais pas au sens gros enthousiasme que je peux avoir sur une petite série, enfin sur une série que j'aime bien, mais plutôt ouais, un enthousiasme, c'est une bonne lecture. Je l'ai apprécié à la lecture. Je me suis demandé où ça pouvait aller parce que j'avoue que Mhm. j'ai été assez surprise sur les scènes finales du personnage principal. Ouais. Voilà, Mais qui ce que je on veux dire, m'attend c'est pas. ouais, ouais. J'attendais pas le revirement de situation du personnage Mhm. principal à cet Mhm. endroit-là. Mhm. Et du coup, je me demande quand même un peu, oh, ok, en fait, le cadre me semble hyper familier, mais ce personnage-là, où il va? Mhm. Et j'espère qu'il ira plus loin que ce qu'un manga mainstream peut faire. Ça m'a aussi énormément, et notamment dans la mise en scène, beaucoup fait penser à Shinzo Man. Voilà. Il y a des scènes, je pense que ce sera assez évident à la lecture. Des plans, notamment des plans, des illustrations, voilà, des deux personnages principaux sur la Lune ou des choses comme ça Mhm. qui m'ont semblé hyper familières. Euh, voilà, j'attends de lire le tome 2 pour me faire un avis définitif. Il y a de l'intéressant, il y a du basique, et il y a une tambouille là qui peut être sympa, mais effectivement, ce sera sans doute pas le manga de l'année. Ouais, et en même temps, et du coup, je vais être un peu ça, je vais rebondir sur ce que je disais. Le fait que vous l'ayez sélectionné dans les 5 du prix Asie ACBD, euh, pour moi, ça dit quelque chose justement. C'est-à-dire que pour moi, vous avez sans doute eu raison, mais ça veut dire que le reste de la prod, elle est pas folle. C'est-à-dire que si dans les 5 meilleurs mangas des 12 derniers mois, il y a un titre qui est juste classique, efficace, bien mené, c'est que, et pourtant vous en suivez des dizaines et des dizaines de mangas et de séries et vous êtes hyper attentif, c'est que, voilà, pour moi, il y a un vrai En sujet, fait, quoi. il y a une question, bah, du coup, on va faire un encart à CBD parce qu'effectivement, moi, je fais partie du jury de la CBD Asie, Et je n'en fais plus pour être partie, tout à moi. fait. J'en ai Et eu fait il y en a qui n'en font partie. plus partie. Et oui, maintenant, Bah ouais, j'avais Charlie pas le Annex se temps, il faut. concentre sur le comics. Oui, mais, Ouais. mais c'est ouais, c'est ça, c'est une question de se concentrer, sinon j'aurais eu plaisir à jouer avec vous, évidemment. Non, en fait, il y a quelque chose de notable. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose à souligner, c'est que cette année, on n'a pas un titre qui est mainstream, on en a deux. Et ça, c'est assez particulier. Je trouve que ça montre exactement ce que tu viens de dire. Donc, le bouquiniste, c'est Mhm. un très bon titre qui est bien écrit, mais que je trouve somme toute assez classique. Euh, c'est une sorte de recueil de nouvelles avec plein de petites histoires qui concernent un personnage qui choisit de devenir bouquiniste. C'est un modèle de manga qui est très courant sur le marché actuellement. Il y a un peu rien de nouveau sur le soleil. Mais ceci dit, ça me fait noter une chose que je développerai peut-être une autre fois, qui mérite une chronique, je pense, qui est que le Comité Asie, tous les ans, sélectionne un titre ou deux qui est synonyme d'amour, de lettre d'amour du Comité Asie ou de l'auteur du manga en question pour l'œuvre, pour une bonne histoire, en fait. Euh, nous sommes des amoureux de bonne histoire, nous sommes des amoureux de mangas, de bandes dessinées, même de romans. En fait, nous aimons les bonnes histoires, nous aimons l'objet livre. Et systématiquement, tous les ans, on a des œuvres qui rendent hommage à l'objet livre. Je trouve ça assez symptomatique. Bref, Mhm. le Bouquiniste, qui est l'autre œuvre assez mainstream de cette édition, est, est symptomatique de Ah, ça. excuse-moi, mais Munji Night to the Deep est quand même très mainstream aussi. Enfin, c'est pas Et l'œuvre ben, la je plus suis pas fofolle. d'accord. C'est pas l'œuvre la plus C'est fofolle pas l'œuvre la d'Asano, plus quoi. fofolle d'Asano. C'est pas l'œuvre la plus fofolle d'Asano. Par contre, c'est une des œuvres qui vient percuter un peu les préoccupations contemporaines et en même temps va un peu plus loin. Mais en fait, comme Asano sait si bien faire, Asano prend une thématique qui est dans l'air du temps. À chaque fois qu'il fait une nouvelle série, on reconnaît des éléments de préoccupation de l'actualité actuelle. L'actualité actuelle, yay, ça s'appelle une tautologie.
Mujina Into the Deep fait exactement ça aussi, reprend des préoccupations actuelles, mais en poussant le trait un peu plus fort, en allant se poser des questions qui sont pas si évidentes que ça. Et une fois de plus, en fait, c'est une œuvre d'Asano qui malmène son auteur en le mettant dans une situation d'inconfort. On ne sait pas exactement où il veut aller, on ne sait pas exactement où ces personnages vont atterrir, ce qui est un peu l'antithèse pour moi de un manga mainstream. Un manga mainstream, globalement, le scénario, en tant que lecteur, tu peux le faire. Et c'est pas parce qu'on en lit beaucoup par semaine que c'est plus facile pour nous. Un manga mainstream, bon, les codes sont reconnaissables, les archétypes sont sortables du bouquin. Après, ce qui fait aussi d'un personnage que c'est un bon personnage, c'est qu'il y a quelque chose en plus de ces archétypes. C'est pour ça que les personnages de Chainsaw Man, par exemple, sont des archétypes et que pourtant ils sont tous uniques les uns par rapport aux autres et par rapport aux autres œuvres. Donc, le pattern, je trouve, je dis pas que les mangas mainstream sont des mauvaises œuvres, hein. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Il y a d'excellents mangas mainstream. Mainstream, ça veut juste dire grand public. Très bien aussi, hein. Oui, mais enfin voilà, ça veut juste dire grand public. Je précise parce qu'en vrai, je me suis retrouvée il y a l'année dernière face à un auteur qui avait très très mal pris le descriptif mainstream, alors que c'était pas censé être péjoratif. Donc je dis une petite encart. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, Mujina, je le trouve pas si classique. C'est un Asano, on voit que c'est un Asano et comme un Asano, à vrai dire, il malmène son lectorat. Voilà. Et je trouve que c'est le cas aussi hein, pour Tsukima. C'est un manga qui personnellement m'a aussi mis dans une sorte d'inconfort, mais pour une autre raison, qui est un peu trop, qui est un peu sirupeux comme manga parce qu'il est trop doux et en même temps il y a quelque chose d'un petit peu inconfortable. Je vais pas m'étendre parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Akari n'est pas classique non plus. Donc bon, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez symptomatique effectivement d'une offre en manga qui a tendance à se niveler vers une sorte de norme et qu'on a moins d'éléments saillants comme on a pu avoir il y a Pour moi, on a moins de performance artistique. On a moins de performance artistique, effectivement. En tout cas, sur le marché français. Enfin, sur le marché français, ce qu'on voit. Voilà, faudrait pousser, peut-être voir si c'est une question. Est-ce que c'est le comité Asie qui nivelle ses goûts vers une sorte de norme? Est-ce que c'est les éditeurs qui nivellent? Est-ce que c'est une question de relation entre les éditeurs français et les éditeurs japonais où les négociations sont plus difficiles pour quelque raison que ce soit? Est-ce que c'est le marché japonais lui-même qui se normalise, on va dire ça comme ça? En fait, il y a plein d'échelles où il peut y avoir cette configuration. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et je pense que ça questionne même ce qui fait art aujourd'hui et qui vient percuter la thématique de l'IA en pleine figure. Bref, c'est un sujet qu'on va peut-être reprendre pour... Mais tu vois, pour reconnecter avec Cosmos, c'est justement, c'est-à-dire qu'on revient on est sur des œuvres très classiques, très efficaces, très évidentes. Et aujourd'hui, je t'avoue que je pense que le jury de la CBD, comment dire, explore suffisamment. Pour moi, j'ai pas de doute là-dessus, notamment parce que j'essaie d'être attentif. Je regarde ce qui se passe et on a avancé dans le même sens. Donc et je trouve que cette créativité, cette audace, en tout cas ce qu'on en voit aujourd'hui, je le retrouve plus du côté de Taïwan. Où j'ai eu un gros plaisir. Alors, je vais évidemment pas retrouver le nom de l'œuvre japonaise, taïwanaise. Ça parlait de quoi? Dis-moi. Celui avec qui j'ai fait une rencontre à Bruxelles, d'ailleurs. Mince, j'arrive plus à retrouver son nom. Il est où? Tant pis, j'essaye de retrouver mes cartes. Bref, le recueil de nouvelles taïwanais aux humanoïdes associés. Oui. Attends. J'arrive plus à retrouver la carte de mon interlocuteur qui m'a... À lire absolument. D'ailleurs, attendez, on va vous dire ça tout de suite. Effectivement, c'était très intéressant. Ouais, effectivement, les œuvres taïwanaises et même Taïwan, Hong Kong, Vietnam, ce sont il y a des œuvres qu'on arrive enfin à publier en France
qui valent vraiment le détour. Je dis ça dans une seconde. Ah là 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 là. Mais Car Market Car et Peanut Alice. Rain. Car Market, Ah, merci l'auteur. merde. Market. Car Market, ouais. Ouais. Ouais, Car Car Market. Market, ouais. C'est pas Peanut Rain du coup. Non, c'était. Ah. Parce que moi, il y avait Peanut Rain aussi qui m'intéressait beaucoup dans la C'est Rest catégorie. in Pieces. Rest in Ah, Pieces de Rest in Car Market. Pieces, chez les Humano, effectivement, qui vient de Taïwan. Oui, oui, si, t'as raison, tout à fait. Et avec des œuvres qui sont un peu charnues et âpres aussi, je trouvais dans la lecture. Très intéressant. Pareil, là, pas des escales, mais si, des escales, ça marche, vers une sorte de science-fiction vieille école, pareil, des années entre 50 et 90, même, je pourrais restreindre des années 70-80, de la science-fiction qui est un peu expérimentale et qui fait du bien. Et ça a énormément de sens que ça sorte chez les Humano, en vrai. Donc, oui, t'as raison, t'as tout à fait raison. C'est assez chouette d'ailleurs de voir un auteur taïwanais être publié dans cette maison d'édition-là. Et Qui toi, reste. Mathieu, peut-être juste, Mathieu, toi, de ce que Pardon. tu Oui. vois passer, puisque pour ceux qui ne le savent pas, celles et ceux qui ne le sauraient pas, hein, Mathieu travaille pour la Fnac Belgique et donc est Pour le acheteur. grand capital. Tu es un acheteur de bande dessinée et donc tu vois, tu as une vision sur le marché dans sa globalité. Tu le vois comment, toi, Ouais. justement, ce marché manga dans sa généralité? On peut peut-être finir Alors, là-dessus. c'est intéressant. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir, Marie, par rapport au manga 3 €, parce que c'est vrai que je suis un peu le nez dedans depuis, Oui, et, je crois, ouais. et voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour juste rebondir aussi là-dessus, c'est que certains éditeurs qui n'en faisaient pas du tout avant commencent à s'y frotter également. Je pense à Manabooks, qui a décidé cette année aussi de publier quelques mangas à 3 €. Ceux qui l'ont clairement pas fait, les gros absents dans cette catégorie-là, c'est clairement Glénat qui avait qui avait joué le jeu à un moment pour je me souviens pour Bleach, ils avaient fait ça et puis ils se sont dit ouais non en fait on va arrêter. Et donc voilà bon. Et sinon bah non moi ce que je constate c'est un truc que j'ai déjà évoqué je pense quand on droite à gauche. C'est une érosion des séries, clairement. Je veux dire, chaque fois que moi je m'occupe de toutes les suites de séries de manga, et il y en a un paquet pour chez tous les éditeurs, et donc je m'occupe de checker tout ça tous les mois. Et ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment une érosion. Je pense que les magasins qui sont vraiment spécialisés manga s'en sortent, parce qu'ils ont réussi à fidéliser leur clientèle et les lecteurs savent que, même si le magasin de manga du coin n'a pas les 26 tomes de la série, il va suivre et il va commander le 27e et le 28e pour ses lecteurs. Ça bouge pas, je pense. Mais de manière générale, pour ce dont moi je m'occupe, il y a vraiment une érosion des séries qui fonctionnent plus, des séries qui ne survivent pas après 3 ou 4 tomes, clairement. Moi, je le constate, c'est clair et net. Il y a énormément de choses qui sortent comme d'habitude et moi, je suis vraiment un peu «vent debout» entre guillemets, par rapport aux éditeurs qui disent, «Oui, mais donc nous, on s'est tous diversifiés». Il y en a qui sont arrivés sur le marché qui ne faisaient pas du tout de manga ou de webtoon ou quoi, qui ont un petit peu réussi à trouver leur place. Mais bon, c'est quand même pas grand-chose, quoi. C'est Michel Lafon, il y a pas grand-chose qui fonctionne chez lui dans sa collection de webtoons. Il n'y a que Kabooks qui réussit à surnager un petit peu. Et à côté de ça, on est passé en l'espace de 2 ans, il faut un peu le savoir, d'à peu près 250 séries qui étaient publiées à presque 500, quoi. Donc, il y a un moment, il y a un vrai problème de production éditoriale. Et faut que les éditeurs doivent s'en rendre compte, je veux dire, parce que c'est eux qui signent les contrats, c'est eux qui décident de publier telle ou telle série. Et il y a clairement un vrai phénomène de surproduction et c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui est tabou, c'est un mot que les éditeurs veulent pas vraiment utiliser dans le manga. Et moi, je pense que c'est quand même ça. Je crois que s'il y avait une production qui était plus restreinte, qui était plus concentrée, on n'aurait pas autant de séries et autant de séries qui se perdent, quoi, parce que c'est assez dramatique. Donc j'ai un message, j'ai un discours qui est pas très cool et qui est pas très fleur bleue là, mais honnêtement, moi c'est comme ça que je le vois et c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, je pense qu'il y a
Est-ce que tout doit vraiment être publié? Est-ce que tout doit vraiment être traduit en manga? Déjà, c'est une infime partie qui est publiée en français, mais malgré tout, 500 séries aujourd'hui, qui sortent, c'est absolument pas ce que je veux Par dire, mois. c'est que oui, oui, enfin, je dis ça, c'est un chiffre que j'avais vu passer en réunion il y a 2 ans chez Hachette. Voilà, c'était un chiffre qui avait été vraiment, ça sortait pas de nulle part. Il y avait vraiment tout confondu, tout éditeur confondu. On était passé de 248, je pense, à 480. C'est quelque chose dans le genre, donc on est presque Mais ça passé du continue simple au double. d'augmenter. Et aujourd'hui, c'est peut-être encore pire, Oui. mais voilà. Et ça, c'est voilà. J'ai pas, je pourrais encore en parler longtemps, mais on n'est pas là. On doit aussi vous parler des recos. Oui, alors attends, Voilà. Une petite avant qu'on passe conclusion, au ouais, une reco, petite conclusion. oui, oui, non, mais avant qu'on passe au reco, dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez envie qu'on développe, parce qu'en vrai, on a beaucoup de choses à dire, hein, chacun d'entre nous, avec nos spécificités professionnelles, sur le monde de l'édition, sur comment ça fonctionne, euh, sur les problématiques économiques du milieu. Est-ce que vous avez envie qu'on aille plus loin sur ces sujets-là? Ou est-ce qu'on se cantonne là pour les quelques mois à venir, enfin les quelques mois, même quelques semaines, parce que c'est bientôt la fin de l'année, sur des sujets vraiment plutôt littéraires et moins économiques. Et est-ce que si vous avez envie voilà, qu'on aborde ces sujets-là, n'hésitez pas à nous le dire autant là dans les commentaires sur l'émission ou sur nos pages de réseaux sociaux, sur Instagram. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Et Sur peut-être ce, juste, Marie, un mot pour dire, oui, se redire quand même que Cosmos était quand même sympa, qu'on a pinaillé tant qu'on a oui, pu, mais c'est une bonne lecture, mais que c'est c'était une une bonne lecture distraction. sympa. Voilà, Voilà. c'est une lecture vraiment sympathique. Ça ne prend pas la tête, c'est agréable à lire, c'est bien écrit, et il y a quand même un petit peu d'originalité quand même. Ça fait plaisir de voir des systèmes d'assurance tourner en dérision aussi dans un bouquin. Ça fait du bien en cette époque. Voilà, sur ce, eh bien, c'est l'heure des sorties du mois. Et bah, tu sais quoi, Mathieu? Tu gardes le Ouais. micro parce que Ok. tu veux nous parler de Caboche. Je vais vous parler Alors, attends, s'il te d'une. plaît, Oui, excuse-moi un oui, oui. instant. C'est pas dans l'ordre. C'est pas Non, l'ordre. non, si, si, Je si, vais si. trop vite. Non, non, c'est pas la question, c'est que le fond n'apparaît pas, donc je vais remettre un Oh, fond oui, en c'est bonne et due noir. forme, je sais pas pourquoi. Moi, ça me Donc, fait oui, en oui, relief. Enfin, on est passé en noir, on est en passé en fond noir. Chop, 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 chop. Mais je corrige ça juste en 2 secondes. Là, hop, hop. clic, clac, clouc. Tada, tada, D'accord. Ou pas. tadadada. Ou- Bon, bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as le livre avec toi, Matt, donc vas-y, lance-toi dans Oui. Le Caboche. fond. Bon, non, mais Alors, on te laisse bidouiller Ouais, en vas-y. ouais, attendant. ça devrait On est bien quand se même en mettre, je podcast. pense. Du coup, ouais, j'ai décidé de vous parler d'une nouvelle claque graphique en provenance de Morgan. Alors Morgan, cette année, bah, on en a déjà pas mal parlé. On a parlé de Terre ou Lune, de Jadko. Marie, si je dis pas de bêtises, c'était toi qui t'étais occupé aussi d'Adrien Demont en interview pour Train de nuit dans la Voie lactée. Et puis, bah, la C'est nouvelle, la bonnet. nouvelle claque, ça s'appelle Caboche, le tome Oui. 1 qui est sorti eh bien, hier, Galère symbolique. Alors, c'est signé de deux auteurs que moi, figurez-vous, je ne connaissais pas du tout, à savoir Lax et Azeo. Lax, il est au dessin et Azeo, il est au scénario. L'histoire, le pitch, je vais tâcher de vous le faire en deux petits mots. Alors, ça se passe dans un univers qui est un petit peu désolé, un petit peu désertique, un petit peu foutraque. Et on suit Prota. Prota, c'est le personnage que vous voyez sur la couverture. Hop là, j'ai essayé d'en mettre mon micro. Vous Il m'entendez? apparaît à Voilà. l'écran. Oui, il Oui. apparaît bien à l'écran, la Ah, couverture. il apparaît bien. Ok, super. Donc, c'est le personnage qui a cette espèce de masque là au niveau de ce casque en fait qui lui entoure la tête. Et puis sur le dos, il a. Alors, c'est pas un sac à dos. C'est en fait Prota. Il a raté un morceau de l'histoire dans Excalibur. Vous voyez, Excalibur, c'est l'épée qu'on retire du rocher. Lui, il a pris l'épée et le rocher avec. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu embêtant. Et son idée fixe à lui, c'est de trouver le symbole. C'est la quête du symbole. Alors, pas le symbole comme on l'écrit d'habitude, mais Saint et puis BOL à côté.
Donc, on ne sait pas trop au début ce que c'est. C'est quelqu'un qui est un espèce d'aventurier solitaire qui va se retrouver à faire équipe avec une enfant qui a été un peu enterrée vivante, mais qui en fait n'est pas morte et qui a qui a une allure de squelette. Enfin, ça part vraiment en live dès le début. Et moi, ce que j'aime énormément dans ce livre-là, c'est que déjà, le rythme, ça va vraiment tambour battant. Ça n'arrête pas. Les 60 premières pages, c'est vraiment à fond les ballons. C'est extrêmement graphique. Je veux dire, il y a des choses comme ça. Là, je vais essayer de vous montrer. Regardez cet œil. Là, on voit en bas à gauche qui est dessiné. C'est un espèce de ultra extrême gros plan. Ça va dans tous les sens. C'est quelqu'un qui tord bien les codes de la BD qu'on connaît, même si bien sûr, on sent qu'il a été biberonné au manga, ça paraît évident, au manga et aux comics aussi d'ailleurs. Je pense que les deux ne lui ont clairement pas échappé. Voilà, il y a un côté aussi parfois Tex Avery à fond, regardez avec la tête, avec les yeux qui ressortent dans tous les sens. Enfin bref, un côté J'adore. hyper cartoon comme ça. Mais je m'attendais à rien du tout. Je voulais juste vraiment découvrir le bouquin. Et honnêtement, de nouveau, je crois que l'ambition de Morgan, c'est vraiment d'être, ça c'est les propos de son éditeur, Ivan Moore. de dire que il veut vraiment être faire de Morgan la maison d'édition de BD la plus cool du monde. Et je pense que ce genre de titre, honnêtement, pour moi, il y participe clairement parce que c'est waouh, quelle claque, quoi. Voilà, ouais, graphiquement, j'attends d'aller jusqu'au bout pour être encore plus dithyrambique, mais les 60 premières pages, moi, elles m'ont assez bluffé, quoi. Voilà. Ouais. Vu en librairie pour la première fois aujourd'hui, j'avoue que j'ai été pas mal bluffée aussi. Ah ouais, Je ouais, l'ai mis tout de suite dans ma liste ouais, ouais. d'achats futurs. Assez, assez intéressant le titre en l'occurrence. Je ne sais pas si je continue Bah, sur ta avec reco un. courte. Bah Ouais, si, Marco si, Courte. j'aimerais bien que tu nous parles quand même un petit peu de l'Exode du Louvre. Ouais. Alors, l'Exode du Louvre, donc c'est Gradimir Smudja. Alors, c'est le deuxième auteur que je vois faire ça, puisque donc il y avait déjà eu je ne me rappelle plus, mais donc Taniguchi avait fait un livre là-dessus, exactement sur le même épisode, sur eh bien en 1939, en août 39, on a Jacques Jaujard, qui est le directeur du musée du Louvre, qui bon est copain avec le tout Paris artistique, avec Dali qui vit en exil, avec Picasso, il est pote avec Jean Cocteau et tout ça. Et puis un soir, il boit un peu d'absinthe, il insiste un peu trop sur la fée verte, hein, vous voyez le truc qui rend un petit peu zinzin. Il fait un cauchemar, et en fait, dans son cauchemar, il imagine que le Louvre est bombardé par les nazis et qu'il a pu sauver absolument aucune œuvre du musée. Donc le lendemain matin, il se dit ah bah faut que je mette tout en branle, il faut sauver les œuvres du musée, et c'est à ce moment-là qu'il met en application eh bien le sauvetage des œuvres du Louvre, faire en sorte de vider le Louvre de ses œuvres pour ne pas qu'elles tombent entre les mains des nazis. Donc c'est un bouquin que j'ai bien aimé. J'ai pas terminé ce livre pour le moment. C'est très beau graphiquement, comme a pu le faire Smudja. Le seul problème pour le moment, c'est au niveau scénaristique, je dirais, parce que, enfin, au niveau verbal, c'est-à-dire que quand on a des personnages qui se parlent, en fait, il y a des moments dans le bouquin où c'est absolument pas logique parce que en fait l'auteur fait dire à des personnages des textes que personne ne parle comme ça. En fait, je vais juste vous citer un truc. Il y a un des personnages page 34 du bouquin, un des personnages qui nous regarde et qui dit après sa découverte en 1863 sur cette île grecque apparemment appartenant à l'Empire ottoman, le sultan ne voulut pas d'elle. Alors, il parle de la victoire de Samothrace. Enfin bref, il faut faire des encarts si vraiment on veut nous expliquer un truc historique, mais on ne peut pas faire dire par quelqu'un un texte scientifique ou un truc qu'on va lire dans un bouquin universitaire. Et ça, pour moi, par exemple, c'est très présent dans le bouquin. Et ça gâche la lecture, entre guillemets, parce que on se dit bien, mais non, mais d'accord, ok, on peut mettre en scène des personnages qui sont des puits de science, mais je sais pas, même Villani qui est un mec scientifiquement hyper balèze, il parle pas comme ça, quoi. Donc ça, c'est le petit bémol du bouquin. Voilà. Bah, Donc peut-être que c'est un choix, ceci dit, si c'est vraiment ouais, tranché avec le reste. mais c'est un mauvais choix. C'est vraiment un mauvais C'est un choix. choix, mais C'est bon, on y très va. mauvais Tu ne choix. D'accord, valides d'accord, pas, d'accord. tu ne valides pas, on a compris. Ça, je valide pas Très du bien, tout. très bien, Je très valide bien. pas du tout. Mais sinon, et j'ai dû lire le bouquin dans un PDF qui était vraiment en très basse def, donc qui ne rend vraiment pas hommage au travail de Smudja. Voilà. Oui, il faut J'ai toujours se fini. méfier hein, des lectures en PDF, Ouais. c'est souvent
Pas à Voilà. la hauteur des versions imprimées. Ouais. Exception faite pour les webtoons, qui sont faits pour être scrollés. Toi, tu nous emmènes ailleurs, Yannick. Genre vraiment, littéralement, ailleurs. Ah oui, bah oui, Tu nous complètement. emmènes où? Je vous emmène dans une petite ville des États-Unis. Je vous emmène dans l'œuvre de Peter Rogan et Steve Parkhouse, Resident Alien. Alors, euh, Ah ouais, oui. j'avais envie de vous faire un petit quelque J'en ai chose. entendu parler de celui-là. C'est Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Parce que c'est quand même la beauté du sens du mot alien hein, dans la langue anglaise. Ça veut dire autant étranger qu'extraterrestre. D'ailleurs, que de symbolique d'avoir désigné les créatures étrangères à notre monde comme celles étrangères aux États-Unis. Bon, voilà, c'est un ami américain, on a pensé pour vous. Resident Alien, c'est un album à sortir le 6 juin chez Delirium. Cet éditeur français est spécialisé dans l'adaptation de comics anglais. Resident Alien a deux auteurs britanniques, Peter Rogan et Steve Parkhouse, mais il a un éditeur américain, Dark Horse Books, et un décor typiquement du même pays. Ouais, le docteur... 12 points pour Yannick, nous dit The Reading List. Thank you, Iris. Iris. Thank you, Iris. Oh, you're so great. You're so fantastic. Mais tais-toi. Non, mais pardon. Excusez-moi, j'ai reposé les yeux. Pardon, j'ai pas dormi. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire du docteur Van der Spiegel, qui habite une petite cabane isolée dans les montagnes du nord des USA. Il aime sa tranquillité, mais un jour, la police vient lui demander son aide pour autopsier la victime d'un meurtre. Pas de bol, parce que c'est le médecin local. Donc, ce docteur en retraite va devoir s'impliquer plus que de raison en ville à son grand déplaisir. Pourquoi? Parce qu'il se cache. Et pourquoi est-ce qu'il se cache? Parce qu'il est un alien. Et donc, Resident Alien, c'est un polar humoristique dans lequel l'Englishman de la chanson de Sting est bel et bien un alien, hein, est bel et bien un extraterrestre. Graphiquement, il n'y a aucun doute. Vous le voyez en couverture, il a une peau violette, des yeux, des oreilles effilés. Mais dans le récit, il bénéficie d'un camouflage psychique naturel et tous les humains le perçoivent comme un des leurs. Enfin, presque tous, vous verrez, c'est un des sujets, évidemment, un camouflage, ce n'est intéressant que quand ça tombe. Donc, s'ensuit une enquête en quasi huis clos, hein, puisqu'on est dans une toute petite communauté, dans un village, dans une petite ville bien paumée. L'alien va tenter de conserver sa couverture intacte, tout en essayant de mettre la main sur un tueur. Notamment parce que, eh bien, on peut être extraterrestre et aimer la littérature d'enquête, ce qui est le cas de notre héros. On a une excellente galerie de personnages qui vient bien nourrir, on va dire, la critique sociale faite par un Anglais sur les rednecks américains. Hein. Pour ce qui est du dessin, si vous êtes amateur de comic book indépendants, vous ne serez pas dépaysé. Parkhouse tient bien sa place dans la famille des dessinateurs réalistes. On pourrait presque même dire qu'il y aurait quelque chose de ligne claire européenne avec des ensembles très délimités, des aplats de couleurs francs. Donc on est dans quelque chose qui va être très compatible avec notre culture française en même temps. Ils sont britanniques, donc c'est assez cohérent qu'ils les aient été biberonnés à la double culture. Le bouquin est très efficace, sans folie, mais... Enfin, le dessin, pardon, est très efficace, sans folie, mais justement pour nous venir nourrir, là encore, la normalité qui doit servir de cadre à ce personnage totalement hors norme qu'est ce Docteur Alien. Donc je vous rappelle les références, c'est Resident Alien de Peter Rogan et Steve Parkhouse, publié le 6 juin, soit dans 2 jours chez Delirium au prix de 25 €. À noter qu'une série télé existe et qu'elle est disponible en 2 saisons sur la plateforme Netflix. Oh oui, ça y est, je vais me remettre l'image Avec Alan Tudyk, qui est l'acteur principal, qui est l'acteur qui joue des robots, des aliens, notamment dans la galaxie Star Wars. Et donc qui est très bon pour jouer ce genre de personnage-là, et avec un peu de SF. Je sais pas pourquoi. D'effets spéciaux, pardon. Je sais pas pourquoi, mais le descriptif que tu viens d'en faire me fait penser à Beneath the Tree, Where Nobody Sees, qui était une série un album de Patrick Horvath, qui était sorti chez Ankama. Et dans la c'était en 2025. suite sort en juillet chez Ankama.
J'ai si hâte. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, Bah, mais il y a un petit côté. c'est pas faux du tout, hein. En tout cas, maintenant que tu le dis, tu sais, j'imagine, je réécoute, enfin, je revois ce que j'ai dit, et quelque chose de similaire. Mm, À la différence que là, l'alien, c'est comment dire, lui-même n'est pas problématique, c'est le regard des autres sur lui qui est problématique. C'est-à-dire mm, il doit se cacher parce que si les humains l'attrapent, ils vont le disséquer, ils vont l'étudier. Voilà. Là où ouais. le personnage de Beneath the Trees, Sam, dans mon souvenir, est une méchante. Donc voilà, Oui. elle était C'est une psychopathe au sens enfin, au sens à la fois pathologique du terme, hollywoodien du terme et pathologique du terme. complètement. Euh, Donc voilà, c'était Super donc les album, Italiens. Alien. Voilà. Et j'ai Mais il changé y en a un deuxième. oui, et j'ai changé au dernier moment parce que je préfère vous donner Parce quelque que pourquoi chose sur lequel j'étais plus chaud. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que j'avais pris? C'est celui-là. Je pas. vous remets. Attention, sinon j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Et Non, tu sais non. que c'est très Je long vous sur ai les mis albums. à l'écran un titre jeunesse qui sort chez Bayard Jeunesse, Les Pierres Dressées de Mathieu et Antoine Brivet, qui est donc à sortir incessamment sous peu. Il est sorti déjà, sorti en début de semaine. Et c'est une histoire de fantasy, c'est un tome unique, une création française, dans lequel on va on va découvrir un univers de fantasy gouverné par 7 pierres magiques qui vont disparaître une à une. Et le problème, c'est qu'elles sont source de la magie dans le monde. Et une magicienne d'une tribu locale va partir avec son apprenti pour essayer de découvrir où sont passées les pierres et qu'est-ce qui se cache derrière cette disparition. C'est de la jeunesse, c'est pour un public, on va dire, je dirais fin primaire, début collège. C'est un des premiers scénarios du scénariste, ils sont frangins. Par contre, c'est le dessinateur, lui, a quelques albums derrière lui. C'est très solide et franchement, à offrir, ça fait un peu plus de 80 pages. À offrir à un pré-ado, ça me paraît un très bon choix parce que l'histoire est bien menée, le dessin est très sympa, très solide. Voilà, donc pour avoir un peu de jeunesse en l'absence de Damien, voilà, ce sera ma petite recommandation. Allez, Évidemment, hein, à lire avant d'offrir, parce que de toute tant qu'à façon, faire. Oh oui. les livres n'ont jamais d'âge maximum. Voilà. Minimum, il y en a. Maximum, il n'y en a pas. Vas-y, je te laisse la place maintenant. Ouais, mais c'est un peu drôle qu'on finisse sur une question d'âge parce que le livre que j'aimerais vous mettre en avant maintenant, c'est Shin Zero tome 2. Et c'est une immense histoire de génération. C'est une claque à la lecture, en toute franchise. Le tome 1 avait déjà une question mettait déjà en avant des enjeux de génération, notamment de jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail dans un univers où les kaiju ont existé, sauf que les kaiju n'existent plus et nous sommes avec des jeunes où les jobs entre guillemets de tout pourris sont réalisés par des Sentai, donc ces super héros qui étaient voilà comme des super ninjas en fait. Voilà, c'est des personnages qui vont avoir des accoutrements, etc. Enfin bref, le club coloré des Super Sentai. Qui vont avoir, j'ai dit super ninja, mais en fait pas du tout, qui vont faire maintenant des jobs vraiment pas terribles. C'est les jobs tout pourris, c'est les livraisons, c'est les jobs voilà de garde pas ouf, qui sont vraiment juste de la figuration. Enfin, on va avoir plein de jobs divers et variés qui sont pas particulièrement revalorisants. C'est cet univers-là, en fait. On est sur des anciens super-héros qui ont de super-héroïque plus rien, si ce n'est le costume et le nom. Et on continue, en fait, dans le tome 2 sur cette lancée-là. Sauf que ça se passe 5 ans plus tard. Et que les héros qu'on suit, qui étaient dans le tome 1, tous en colocation, sont toujours en colocation, mais ils commencent vraiment sérieusement à prendre des directions différentes. Et c'est hyper symptomatique. En fait, on va avoir
des personnages qui, il y a toujours des questions un peu d'ego, mais comme chez les jeunes, voilà, on cherche à se définir, on cherche à faire son bonhomme de chemin et en essayant de trouver sa place, bon, bah, parfois c'est compliqué, surtout dans un univers où on est à ce point attiré par le bas, vers le bas, par juste la situation sociale environnante. Et, euh, et en même temps, ça parle énormément. Je pense que je n'ai jamais lu de livre qui parle autant euh, justement des jeunes générations, et notamment dans des ruptures de génération qu'il peut y avoir entre des gens qui sont pas si éloignés que ça en âge. C'est-à-dire que sur le tome 2, on va avoir des ruptures de génération entre les jeunes vingtenaires et les personnages principaux qui vont avoir 25 ans et plus, entre 25 et 30 ans, et des personnages qui ont 30 ans et plus. Alors là, il n'y a pas trop de personnages qui ont 30 ans et plus, mais pourquoi je fais cette remarque-là et je vais la remettre en contexte aussi avec ma propre perception de la lecture, c'est que, petit perso, j'ai 28 ans, je me reconnais évidemment énormément dans la lecture que j'en ai faite, et les auteurs, Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Gelin, ils ont aux alentours de 35 ans. J'ai plus leur âge exact en tête, mais en gros... Ils ont plutôt du côté de 38 maintenant. Ouais, voilà. Bon, bref, en tout cas, ils ont 35, un peu plus de 35 ans. Mais ce bouquin-là, Shin Zero, cette série, ils l'ont commencé exactement dans l'état d'esprit. Je tire ça d'une interview faite avec eux. Ils ont commencé cette série justement sur la question de la rupture générationnelle que eux pouvaient ressentir dans le sens où, ça y est, ce sont plus des jeunes auteurs. Et ce sont plus des jeunes non plus. Et pourtant, voilà, il y avait déjà une rupture qui se créait tout en ayant vraiment des résonances avec les générations en dessous d'eux, et notamment les jeunes vingtenaires. Donc moi, je relate aussi avec cette rupture-là parce que j'arrive à un âge où effectivement, il y a des préoccupations des gens de tous les 20 ans qui est pas exactement la même que la mienne et qui est vachement intéressante là-dessus. Shin Zero tome 2, ça parle à la fois de pollution, de pollution environnementale et d'empoisonnement de population faite sur, qui prend racine dans des anciennes solutions qui ont sauvé le monde à un moment donné, comme ça peut être le cas sur les questions d'intrants et d'agriculture conventionnelle, etc. Où aujourd'hui, on se retrouve avec les conséquences de produits chimiques qui ont été faits il y a 20, 30, 40, 50 ans. C'est des générations, on retrouve des personnages on va retrouver la cam girl, on va retrouver la maman solo, on va retrouver la féministe ultra violente qui est dans vraiment une optique de vengeance. On va retrouver le gars en ego trip total qui est en train de tourner masculiniste. On retrouve le gars qui essaye juste de faire de son mieux, mais qui reste indéniablement un loser et on sait pas pourquoi ça marche pas. Et des fois, on se dit, mais putain, c'est tellement pas de sa faute. Et en même temps, oui, forcément pas. Enfin bref, il y a des enjeux. On retrouve des archétypes qui sont des archétypes contemporains de la jeunesse actuelle. Et c'est vraiment à 1000% ancré dans les problématiques sociales des 18-35 ans d'aujourd'hui. Et c'est extrêmement bien écrit. Et c'est assez étonnant à quel point c'est une analyse très juste de la réalité, que ça s'ancre quand même dans un univers de science-fiction, parce qu'on est quand même dans un univers de kaiju, et donc de monstres géants à la Godzilla, et de Super Sentai, donc ça n'a rien à voir avec la réalité, mais ça parle super bien. Et en même temps, c'est un condensé, c'est-à-dire qu'en 2 tomes, c'est les enjeux de la jeunesse la plus précise et la plus compacte que j'ai jamais lue. Alors que des bouquins qui parlent des enjeux de la jeunesse, il y en a quand même un paquet. Bref, je ne sais même pas dire si c'est rassurant parce que y a peut-être un certain nombre de lecteurs, de lectorat qui peut s'identifier, et en même temps, ça parle super bien des enjeux, ou alors justement, ça parle super bien des enjeux, et donc du coup, c'est à la fois hyper énervant et rageant, et en même temps désespérant, parce qu'on n'a pas l'impression de lire de la science-fiction, on a l'impression de lire de la réalité. Bon, du coup, voilà. Est-ce que je veux lire une lecture qui me rassure ou est-ce que je veux lire une lecture qui percute
la situation réelle, je ne sais pas. Et bref, c'est une fois de plus. Tout ce que je suis en train de dire, c'est la preuve que c'est extrêmement bien écrit. Voilà. Lisez Shin Zero pour le côté peut-être politique de l'œuvre, pour les personnages qui sont étonnamment attachants, même s'ils sont absolument détestables sur plein de points. Voilà. Un tome 2 qui est aussi bien réussi que le premier. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais encore en parler pendant Ouais, et je 15 pourrais minutes. même t'en rajouter, je vais pas éviter, je vais éviter d'en rajouter, mais il y en a encore d'autres choses à dire à mon avis. Rendez-vous sur Mais Comic oui, Strip la semaine prochaine pour un article. voilà, c'est ça, on fait des passations entre nos médias. C'est Super ça, chronique à venir. j'espère. Écrite Tu par verras. notre Yannick National. Ouais, tu pourras déjà la lire, elle est déjà sur le back-office. Yes, super. J'ai hâte. Bah, en fait, je vais me laisser un petit peu le temps de digérer parce que j'avoue que j'ai lu le tome aujourd'hui et waouh, en fait, je suis encore en plein dedans et je suis bluffée à quel point c'est dense et génial. Ta deuxième proposition, rapidement? Ma deuxième proposition va être beaucoup plus courte. C'est un titre qui a fait débat aussi à la CBD Asie, qui s'appelle Un été sans fin, qui est sorti chez Paquet, qui est un super titre. Oui, très intriguée et tentée, nous dit Ingrid. Eh bien, écoute, laisse-toi tenter. Ça vaut le coup, ça vaut le détour et ça fait beaucoup réfléchir. Un été sans fin, c'est un livre aussi qui parle de jeunesse. C'est un one-shot qui parle de jeunesse. Qui est une très très belle lecture. Donc j'ai sorti chez Paquet et qui sort le 17 juin, qui a été repoussé plusieurs fois déjà. Et alors je vous retrouve le nom de l'auteur, l'autrice. Hoang Troclam, c'est un titre vietnamien. Je dis pas de bêtises. C'est très juste, c'est très juste. C'est ça, un titre vietnamien qui raconte l'histoire de deux jeunes. Alors, ils sont dans l'équivalent de la première année de lycée, mais qui pour eux est l'année de passation où ils font leur examen pour entrer au lycée. Donc, c'est pas exactement le même système scolaire que chez nous. Ce sont un garçon et une fille qui sont amoureux. Et ils ont tous les deux des pressions de la vie quotidienne qui remet un peu en question leur avenir. L'une va être sous une pression d'excellence de la part de sa mère, l'autre va avoir des pressions beaucoup plus... Je suis désolée, je commence à avoir le hockey, je ne sais pas pourquoi. L'autre va avoir des pressions... Ouais, voilà. Je suis désolée. L'autre va avoir des pressions beaucoup plus personnelles, disons qu'il va prendre des responsabilités. On se demande un peu comme si c'est un enfant de prendre ces responsabilités-là. Parce qu'ils ont 15 ans. Alors certes, ce sont des adolescents, mais à 15 ans, on n'est pas encore vraiment adulte. Et c'est plutôt un âge où on a tendance à grandir trop vite quand on a des responsabilités trop tôt. Et ces jeunes gens, ils se demandent à la fois ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Et en même temps, ils se demandent aussi si leur relation va survivre un peu à leur pression familiale. Et c'est une question de la question finalement, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir, quel genre d'adulte ils ont envie de devenir, et surtout quel genre de vie ils ont envie d'avoir. C'est des questions qui se posent pas exactement en ces termes-là, mais c'est vraiment la question un peu transversale de ces deux personnages tout au long de l'œuvre. Elle est assez sympathique, cette œuvre-là, parce que ce sont deux personnages qui sont vraiment attachants. Et c'est un peu un soulagement à lire, parce qu'on les voit réfléchir sur eux-mêmes, non pas dans de grands monologues, mais à travers des actes. Et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment une œuvre qui brille un peu par le montrer et non dire. Donc ça a été assez rafraîchissant à lire, notamment parce que ce sont des personnages qui sont jeunes. Et je trouve que c'est relativement rare d'arriver à avoir d'avoir des auteurs qui arrivent à montrer et non dire avec des personnages aussi jeunes. Donc voilà, ça fait du bien à lire. C'est une œuvre qui est très douce, un peu amère aussi, mais en même temps, c'est cette amertume qui au final fait du bien. Donc je sais pas si c'est clair, mais c'est une œuvre qui vaut le détour. Et c'est l'une des œuvres qui montre à quel point la littérature vietnamienne commence vraiment à se faire une place en France. Et c'est une littérature qui mérite franchement le détour. Ouais, je te suis. Merci Marie. T'as dit quoi, Yannick? Je te suis à fond. Je l'ai lu et je suis tout à fait d'accord avec toi. Super. Vous savez quoi? C'est l'heure de l'agenda.
Bah, voilà. Et là, cette fois-ci, l'écran de fond marche. C'est génial. Bah, voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, J'ai mais pas si réussi à le c'est... faire fonctionner. Mais maintenant, il marche. Eh bien, Mathieu, c'est toi qui reprends le micro. Tu as des C'est expos à nous moi qui présenter. reprends le micro. Eh bien, écoutez, je vais juste attendre que ça s'affiche bien sur C'est le l'écran. cas. Voilà, Ça merci y est, c'est Yannick. fait. L'exposition Seul, même pas peur d'avoir peur. Eh bien, c'est la prochaine grande exposition rétrospective consacrée aux 20 ans de la série Seul. C'est une exposition qui va avoir lieu donc à partir du 13 juin prochain au Centre belge de la bande dessinée de Bruxelles et ce jusqu'au 13 novembre. Donc j'ai pas pu la voir évidemment en avant-première malheureusement. En plus, je ne suis pas là la semaine prochaine, je ne pourrai pas aller au vernissage qui a lieu la veille, le jeudi 12, si je dis pas de bêtises. Toujours est-il que c'est une bande dessinée seule, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui est donc scénarisée par Fabien Wellman, qui est dessinée par Bruno Gazzotti et qui est mise en couleur par Zut, non, Ougazi, Zut, j'ai plus le nom de la coloriste. Non, on va Bah, me dis jeter des des cailloux. conneries, c'est pour Chamallow. ça. On va me jeter des cailloux et on aura bien raison parce que Cerise, je l'ai Caroline, mérité. Dégagi, Ouzagi, Alputagi. Voilà. Si un jour elle tombe sur cette vidéo, je l'autorise à Te me jeter des lâcher? Oui. cailloux et à me lyncher Un coup de très chamallow. sévèrement et très méchamment. Toujours est-il que c'est une série, série jeunesse qui a 20 ans d'existence et qui se devait, je pense, d'avoir droit aussi à sa rétrospective. Alors c'est de ce que j'ai pu le lire dans le, compte rendu, dans le dossier de presse, en fait, qui a été réalisé pour, présenter, l'exposition. C'est une exposition qui se veut assez immersive, c'est-à-dire qu'on va suivre, en fait, au début, des messages qui sont, laissés sur les murs par Yvan, qui est l'un des personnages, centraux de l'histoire de Seul et donc les visiteurs, les visiteuses vont pouvoir suivre les explications, les messages d'Yvan et pénétrer donc dans l'exposition. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très immersif avec notamment des dioramas, des agrandissements de projection, des dispositifs 3D qui sont utilisés. Et puis progressivement, on va aussi pénétrer dans l'univers de Seul en tant que tel. Il est question apparemment d'un campement qui va inviter les enfants qui présents dans l'expo à se réunir. Tous les albums, bien sûr, ils seront en consultation. Et c'est que vers la fin de l'exposition qu'on aura éventuellement quelques originaux qui seront présentés, mais la grosse partie en fait de l'exposition se veut immersive et pas juste une présentation, une accumulation d'originaux qui seraient présents dans les murs. Donc, le commissariat d'exposition, c'est Thierry Belfroid qui le réalise. Donc, c'est vraiment un des grands noms de la bande dessinée, du journalisme de bande dessinée en Belgique, au même titre, par exemple, qu'un Daniel Couvreur. Donc, moi, c'est une expo que j'ai vraiment très envie d'aller voir, même si je ne pourrais pas être présent le jour J au moment de l'inauguration. Donc, si vous êtes à Bruxelles, voilà, vous savez que c'est une des expos à faire au mois de juin, tout l'été. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, une très très chouette série, Seul, qui est désormais publiée aux éditions Rue de Sèvres. Et les 14 premiers tomes, non, pardon, les 13 premiers tomes sont, eux, disponibles chez Dupuis. Voilà, vous avez les infos. Mettez ça dans votre programme, dans votre agenda même. Absolument, Yannick, absolument. est-ce qu'on a quelque chose d'autre à mettre dans notre programme, dans notre agenda? Oui, tout à fait, avec un poil d'avance, mais notez bien le 1er juillet, puisque le 1er juillet va être disponible sur la plateforme Disney+, la seconde saison du dessin animé X-Men 97. X-Men Mais non! 97, si, il y a une suite encore. Donc X-Men 97, à la base, eh bien, c'est un dessin animé sous le dessin animé X-Men, publié diffusé en 1997, donc qui avait été diffusé sur Canal+ à l'origine. Moi, je me souviens, mon papy avait Canal+, donc j'allais chez lui pour essayer de regarder les X-Men, hein, puisque j'étais déjà Ouais, lecteur de comics à l'époque, j'avais 15 ans. C'était pile le moment où je lisais du comics. Et donc, Mm. il y a eu le côté nostalgique revival. Donc, il y a 2 ans, il y a eu ils ont ressorti la série, enfin de nouveaux épisodes pour utiliser les designs des personnages, l'équipe du moment, enfin l'équipe de l'époque,
reprendre les mêmes acteurs d'ailleurs, et donc avait fait une nouvelle saison de très grande qualité d'ailleurs. C'est sans doute il y avait des excellents épisodes vraiment qui réinterprétaient des grands classiques récents, des grands événements récents de comics X-Men. Vraiment, c'était très 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 bon. Et on a donc une saison 2, plus par le même réalisateur. Le réalisateur actuel s'appelle Matthew Chauncey, après Beau de Mayo. Matthew Chauncey, il a officié sur la série animée What If, toujours chez Disney+, et chez Oh, pas Marvel. mal. Donc Mhm. voilà. Et le grand méchant de cette deuxième saison va être le terrible Apocalypse, avec des voyages dans le temps pour les X-Men, des rencontres avec X-Factor, avec des caméos de Deadpool. Bref, Ah bah oui. ça s'annonce encore très généreux, et ça sort le 1er juillet sur Disney+. Sans doute, j'ai pas trouvé le nombre d'épisodes, mais la saison 1 était autour d'une dizaine d'épisodes. Ça va être du léché, ça va être du bon. Les fans de comics en spandex, c'est pour vous. Apocalypse, c'était le premier, comment on dit, le premier mutant égyptien, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bien Ok, vu. hey, je suis à jour. Hey, la classe. Et pourtant, est-ce que les X-Men, c'est un peu compliqué à suivre. Mais franchement, même pour moi, c'est nostalgique, alors que bah, clairement, 97, j'étais pas née. Eh oui, moi j'avais Ah. 15 ans. Voilà. Dis que t'es vieux sans Allez, dire que ouais, t'es vieux. ouais, 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 ça va. C'est juste que bref. Moi, je change d'actualité. Et oui, J'avais pour prévu, finir. 2-3 petites choses, mais je me suis dit qu'il y avait une exposition dont Damien avait prévu de vous parler qui valait vraiment le coup qu'on l'aborde. Il y a une nouvelle exposition, à la Cité de la bande dessinée qui s'appelle LGBT Comics avec un Q, À LGBTQ Angoulême, Comics du coup. à Angoulême. Oui, à Oui. Angoulême, à la Cité de la bande dessinée à Angoulême. Yep. LGBT Comics, c'est lettre d'amour à la bande dessinée, qui retrace l'histoire de la BD queer depuis un certain nombre d'années, parce qu'en fait, la bande dessinée queer peut plus ou moins toujours existé. Mais comme beaucoup de choses qui concernent la culture LGBT ou la culture de communauté minorisée, a été pas mal passée sous le tapis pendant de nombreuses années. Et là, le musée met en avant ces bandes dessinées-là. Alors, à la fois les bandes dessinées, les auteurs et les autrices, les autoristes qui ont travaillé sur ces œuvres, mais également leur carrière dans le milieu de l'édition, comment elles ont été mises en avant par la presse, par leur éditeur, quels ont été les outils de publication que elles et elles avaient, alors plus ou moins au fil de leur époque, puisque ça retrace quand même un certain nombre d'époques. Je vais retrouver les dates que je dois avoir plus ou moins quelque part dans cet article. On est tout le long du XXe siècle, donc moi ça nous fait quand même pas mal de temps, hein, de 1900 aux années 2000, ça nous fait une petite période quand même à couvrir. Déjà, on sait que sur toutes les bandes dessinées qui étaient liées au féminisme, il y a eu un gros travail de recherche qui a dû être fait, qui a été fait il y a quelques années pour retrouver un peu l'ensemble de l'œuvre des femmes dans la bande dessinée au cours du XXe siècle. Là, c'est un autre travail qui est fait. C'est le travail de retrouver les œuvres de la communauté LGBT tout au long du XXe siècle. Ça fait du bien de voir cette exposition apparaître. Évidemment, c'est maintenant parce que nous sommes au mois de juin, que le mois de juin est le mois des fiertés, et qu'il est l'heure de mettre en avant ces bandes dessinées. Alors, ça commencera, c'est une annonce faite récemment, et qui commencera, que je vous dise pas de bêtises, elle va bouger, cette exposition, mais j'aimerais vous donner des dates exactes. Elle a commencé le 28 mai 2026, elle sera jusqu'au 21 mars 2027 à la Cité de la bande dessinée à Angoulême. Et après, elle va se déplacer, elle sera, je vous dis ça dans une seconde, elle sera à Nanterre, à la Contemporaine à Nanterre, à partir de novembre 2027 jusqu'à mai 2028. Donc vous aurez double dose, double occasion de la voir. Aucune excuse pour la louper. À titre perso, c'est une exposition que j'ai très très envie d'aller voir. Ne serait-ce que parce que je suis
sûre et certaine d'avoir d'immenses lacunes dans cette catégorie de bande dessinée et que, bien sûr, ça vaut le coup de tout découvrir parce que comme toutes les bandes dessinées créées par des communautés qui ont été minorisées, on apprend des choses quand elles arrivent sous les yeux du grand public. Voilà. Super. Eh ben, merci Merci Marie. Marie. Bah, merci à Damien parce que j'avoue que j'ai découvert que elle sortait qu'au moment où j'ai lu quel était l'intitulé de son actualité. Donc voilà. Eh ben, merci aussi à Damien. À Damien. À noter que nous n'avons toujours pas de Voilà. nouvelles de nos de On sait Damien. toujours pas On sait si... pas Ouais, non, on s'il sait est toujours toujours pas. enfermé dans son train à 5 minutes de la gare de Caen. Ouais. On a une grosse Est-ce pensée pour lui et que... Claire. Yes. Ah, c'est clair. Parce que du coup, pendant que Damien est coincé dans le train, Claire est coincée dans la voiture qui est censée le réceptionner. Voilà. Ils vont arriver vraiment pleinement en forme pour le festival de la bande dessinée d'Amiens. Oui. C'est ça, quoi. Eh ben, merci à celles et ceux qui étaient là dans le chat. Oui. Merci à Voilà, celles et ceux qui seront là en rediffusion. c'est ça. Et Et bien voilà. sûr, la rediffusion sera accessible sur Twitch pendant 3 jours, si je me trompe pas. Une semaine, même une semaine. Une semaine, oh, c'est beau. La Pendant une semaine, et vous la beauté. retrouverez également sur YouTube. Tube. Et bien sûr, Super. les petits extraits sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez. Posez-nous des cœurs, des pouces, voilà, des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de cette émission. Si vous avez envie qu'on s'arrête sur des sujets plus que d'autres, parce qu'on a fait pas mal d'escales à droite à gauche sur plusieurs thématiques différentes ce soir. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse qu'on aille plus loin sur ces sujets-là. On vous fait des bisous. Bah oui. Est-ce qu'on fait autre chose? Bah Bah non, oui, on bon, est bah, voilà. Ingrid, bonne soirée à toi, bonne soirée à toutes celles et ceux qui étaient avec nous ce soir. À bientôt. Et la semaine prochaine, on a quoi? On a Claire qui sera en ligne. On a Claire, qui normalement ne sera pas coincée dans sa voiture cette fois. C'est que ça. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, Des bisous ciao. tout le monde. Ciao, ciao.